William James, agissez comme si ce que vous faites faisait une différence. Né en 1842 à New York, William James est élevé dans une famille bourgeoise et intellectuelle. Son père est un théologien renommé et quelque peu excentrique, et son frère Henry deviendra un écrivain en vue. Pendant sa jeunesse, il vit quelques années en Europe où il se prend de passion pour la peinture. Une passion qu'il abandonne à 19 ans pour se consacrer à la science. Il étudie à la faculté de Harvard, mais en raison d'une santé défaillante et d'une tendance à la dépression, il renonce à pratiquer. Toutefois, il obtient son diplôme et enseigne la physiologie à Harvard. Il manifeste un très vif intérêt pour la psychologie et la philosophie, auxquels il consacre de nombreux écrits vite remarqués. Il enseigne la philosophie à Harvard de 1880 à 1907. Au XIXe siècle, la jeune nation américaine se cherchait encore une identité. Si dans les années 1840-1860, les philosophes de la Nouvelle-Angleterre comme Henry David Thoreau et Ralph Waldo Emerson ont donné une inflexion déjà typiquement américaine aux idées romantiques venues d'Europe, c'est à la génération suivante que l'on a vu apparaître aux États-Unis des philosophes porteurs d'une pensée réellement originale. La première d'entre eux, Charles Sanders Peirce, avait proposé une théorie de la connaissance qu'il nommait lui-même le pragmatisme, mais ses travaux passèrent à peu près inaperçus. C'est à son ami de toujours William James qu'il revint de défendre et de développer sa pensée, la pensée de Peirce. L'idée centrale du pragmatisme de Peirce, c'est que nous n'acquérons pas la connaissance uniquement par l'observation, mais aussi par l'action, et que nous ne nous fions à cette connaissance qu'aussi longtemps qu'elle nous est utile en pratique, c'est-à-dire aussi longtemps qu'elle répond de façon adéquate à nos questions. Dès lors qu'elle ne remplit plus cette fonction, ou qu'une explication meilleure la rend inutile, nous la remplaçons. Par exemple, l'idée que nous nous faisons de la Terre a évolué au cours de l'histoire. On a d'abord pensé que la Terre était plate, puis qu'elle était ronde. On a commencé par la situer au centre du monde, avant de réaliser qu'elle n'est qu'une petite planète parmi d'autres dans un immense univers. Les anciennes explications fonctionnaient parfaitement en leur temps, et pourtant, elles étaient fausses, car l'univers lui-même n'a pas changé entre-temps. Ce qui montre bien comment la connaissance, en tant qu'instrument d'explication, est différente des faits. Pour William James, la vérité d'une idée dépend de son utilité, autrement dit de son efficacité par rapport à ce qu'on en attend. Si une idée ne contredit pas les faits connus, comme des lois scientifiques, et si elle constitue un moyen de prédiction suffisamment précis et fiable aux égards au but poursuivi, alors il n'y a aucune raison de ne pas la considérer comme vraie. Cette conception de la vérité ne fait pas que la distinguer du fait. Elle conduit James à avancer que la vérité d'une idée n'est pas quelque chose d'inerte, une propriété qu'elle possède une fois pour toutes. La vérité survient à une idée. L'idée devient vraie, elle est rendue vraie par les événements. La vérité est en fait un événement, un processus. Mais le fait de croire à une idée joue un rôle important dans le choix d'agir selon cette idée. Et par conséquent, dit James, la croyance fait partie du processus qui rend vraie une idée. Si je suis confronté à une situation difficile, ma croyance en une idée particulière me conduira à agir d'une façon particulière et ainsi contribuera au succès de mon action. C'est pourquoi James définit les croyances vraies comme les croyances qui se révèlent utiles ou avantageuses à celui qui les croit. Lorsque nous essayons d'établir une nouvelle certitude, il serait utile de disposer de toutes les preuves disponibles et de tout le temps nécessaire pour aboutir à une décision bien réfléchie. Mais le plus souvent, c'est impossible. Nous n'avons pas le temps de passer en revue tous les faits connus, les preuves sont en nombre insuffisant, et pourtant, nous sommes contraints de prendre une décision. Nous devons donc nous en remettre à nos croyances pour guider notre action. Et en ce sens, dit James, nous avons le droit de croire. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple d'un homme perdu dans la forêt et affamé. S'il tombe sur un sentier, il est important pour lui qu'il croie que ce sentier le conduira vers un lieu habité. S'il n'y croit pas, il ne l'empruntera pas et finira par mourir de faim dans la forêt. Mais s'il le croit, il se sauvera.
En agissant selon son idée que le sentier le mènera à son salut, il rend cette idée vraie. C'est en ce sens que nos actions et nos décisions rendent vraie notre croyance en une idée. Une interprétation superficielle des propos de James pourrait donner l'impression que n'importe quelle croyance pourrait devenir vraie pour peu qu'on y conforme son action, ce qui bien sûr n'est pas du tout ce qu'il dit. Pour qu'une idée puisse être considérée comme une croyance valable, elle doit remplir un certain nombre de conditions. Les éléments de preuve disponibles doivent aller dans son sens et l'idée de pouvoir supporter la critique. Elle doit en permanence confirmer sa validité au cours des actions qui la mettent en pratique, en prouvant qu'elle accroît effectivement notre compréhension et notre capacité à prédire des résultats. James était un psychologue autant qu'un philosophe, et il a étudié les implications de ces idées autant dans le domaine de la psychologie humaine que dans celui de la philosophie de la connaissance. Il constate que l'attachement à certaines croyances, en particulier religieuses, constitue pour les êtres humains une nécessité psychologique. L'existence d'un Dieu n'est pas un fait prouvable, mais la croyance en un Dieu est utile et bénéfique à celui qui croit, si elle lui permet de trouver un sens à sa vie et de surmonter la peur de la mort. Ces deux choses, une vie qui a du sens, la sérénité face à la mort, deviennent vraies. En même temps que sa notion pragmatique de la vérité et en liaison directe avec elle, James propose une nouvelle approche de la métaphysique qu'il appelle l'empirisme radical. Elle considère que la réalité est un processus actif, dynamique, de la même façon que la vérité est un processus. Comme les empiristes traditionnels, James rejette l'idée rationaliste selon laquelle l'aspect changeant du monde est en quelque sorte une illusion, mais il va plus loin. Pour le pragmatisme, la réalité est toujours en voie de se faire. Ce courant de la réalité ne se prête pas à l'analyse empirique, à la fois parce qu'il est un flux continuel et parce que le simple acte d'observation modifie la réalité que l'on observe. Le pragmatisme de Peirce et de James a fait des États-Unis un foyer important de la pensée philosophique au XXe siècle. La conception pragmatique de la vérité proposée par James a inspiré la philosophie de James Dewey et donné naissance au courant du néo-pragmatisme américain avec des philosophes comme Richard Rorty. En Europe, des penseurs comme Bertrand Russell et Ludwig Wittgenstein doivent beaucoup à la métaphysique de James. Ses travaux en psychologie ont eux aussi laissé une forte empreinte, notamment son concept du courant de conscience qui a inspiré des romanciers comme Virginia Woolf et James Joyce. Citation. La méthode pragmatique signifie détourner le regard des principes pour l'orienter vers les conséquences. Quelle que soit la méthode utilisée, classer quelque chose n'est rien d'autre que de la destiner à un but précis.